Nouvelles du continent, l'actu de France et d'ailleurs, on commence. L'Iran n'est plus un titre lointain. Il devient le point de pression où se heurte la peur nucléaire, la puissance énergétique, la guerre par procuration et un nouvel ordre mondial. J'imagine que je me réveille un matin et que je réalise que le pays que je croyais comprendre, un pays que j'avais rangé dans mon esprit dans la catégorie compliqué mais contenu, venait de redessiner toute la carte du pouvoir mondial pendant que le monde dormait. C'est exactement ce qui se passe avec l'Iran en ce moment. Quiconque ne prête pas attention est en train de manquer l'un des basculements géopolitiques les plus lourds de conséquences du XXIe siècle. Pour comprendre ce moment, il faut entrer dans les couloirs de Téhéran, dans les salles de guerre de Washington, sur les marchés de Pékin et dans les salons de gens ordinaires de Beyrouth à Berlin qui observent les mouvements de l'Iran avec un mélange de peur, de fascination et de quelque chose qui n'arrive pas tout à fait à nommer. Ce que l'Iran fait en ce moment n'est pas seulement une histoire régionale, c'est une histoire mondiale. Si le monde entier regarde, c'est parce que la suite pourrait remodeler l'ordre international d'une manière que l'on n'a pas vue depuis la fin de la guerre froide. Le point de départ, c'est une chose que la plupart des analystes ont peur de dire à voix haute. L'Iran n'agit pas en position de désespoir. Contrairement à ce que beaucoup de commentateurs occidentaux voudraient faire croire, le comportement actuel de Téhéran est calculé, confiant et à bien des égards stratégiquement brillant. Cela ne veut pas dire qu'il faut le célébrer ou le condamner. Cela veut dire qu'il faut l'expliquer, parce que le comprendre est la seule façon pour les décideurs politiques, les journalistes, les investisseurs ou simplement les citoyens de ce monde interconnecté de donner un sens à ce qui se déroule sous nos yeux. C'est aussi là que le raccourci à la Trump s'effondre. Appeler cela de la faiblesse, le crier à un podium, puis espérer que la carte se réorganise poliment d'elle-même. Pendant des décennies, l'Iran a été traité comme un État paria, sanctionné, isolé, commenté, mais rarement véritablement écouté. Et pourtant, à travers chaque vague de sanctions, chaque gel diplomatique, chaque menace militaire et contre-menace, l'Iran a fait quelque chose de remarquable. Il a survécu. Il n'a pas seulement survécu, il s'est adapté. Il a bâti une économie qui a appris à respirer sans oxygène occidental. Il a cultivé des relations que l'Occident a soit rejetées, soit sous-estimées. Il a développé des capacités militaires, pas toujours conventionnelles, qui lui ont donné un levier bien supérieur à ce que son produit intérieur brut laisserait croire. Et maintenant, en 2026, toutes ces décennies silencieuses de patience stratégique convergent vers un seul moment retentissant que le monde ne peut tout simplement pas ignorer. Le concept clé est celui de l'ambiguïté stratégique. Aucun pays, dans l'ère moderne, ne l'a manié plus efficacement que l'Iran. L'Iran existe dans un état permanent de presque quelque chose, presque une puissance nucléaire, presque un hégémon régional, presque un État failli, presque une théocratie qui s'effondre sous le poids de ses propres contradictions. Ce mot presque n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande arme de l'Iran. Tant que le monde demeure incertain sur ce qu'est réellement l'Iran et sur ce dont il est réellement capable, chaque grande puissance doit garder l'Iran dans ses calculs. L'incertitude est une forme de pouvoir et l'Iran a transformé l'incertitude en art. Pour un mouvement accro au slogan simple, presque est un cauchemar, trop compliqué pour un autocollant de pare-choc, trop dangereux pour être ignoré. La dimension nucléaire ne peut pas être ignorée. Le programme nucléaire iranien ne concerne pas simplement une bombe. Quiconque le réduit à cela passe à côté de l'essentiel. Le programme nucléaire concerne le respect, la reconnaissance et la dissuasion. Il s'agit pour l'Iran de dire au monde « Vous ne pouvez pas simplement décider de notre sort à notre place, vous devez négocier avec nous comme avec un égal ». Chaque fois que l'Iran augmente sa capacité d'enrichissement, chaque fois qu'il restreint l'accès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, chaque fois qu'il laisse l'ambiguïté s'installer autour de ses véritables intentions, il ne fait pas une déclaration militaire, il fait une déclaration diplomatique. Il dit « Venez à la table, vivez avec les conséquences de votre refus » et le monde, encore et encore, revient à la table. Ce n'est pas un signe de faiblesse de la part du monde. C'est la preuve de l'efficacité avec laquelle l'Iran s'est positionné. La partie la plus fascinante et celle où la plupart des grands médias passent à côté de l'essentiel, c'est que l'influence de l'Iran n'est pas seulement nucléaire. En fait, la question nucléaire, aussi spectaculaire soit-elle, peut être la partie la moins intéressante de ce que l'Iran fait en ce moment. La vraie histoire, c'est le réseau, l'axe, la toile de relations, de forces par procuration et de corridors économiques que l'Iran construit discrètement depuis 40 ans à travers le Moyen-Orient et au-delà. Cela signifie le Hezbollah au Liban, qui n'est pas simplement un groupe militant, mais une institution politique, un système d'aide sociale et une force militaire que de nombreux analystes indépendants considèrent comme plus sophistiquées que les armées régulières de plusieurs États reconnus. Cela signifie les Houthis au Yémen, qui ont démontré, au grand choc de toute l'industrie mondiale du transport maritime, qu'un acteur non étatique relativement sous-doté
armé de drones et de missiles fournis par l'Iran, peut prendre la mer Rouge en otage et forcer le détournement d'un commerce international valant des milliards de dollars chaque semaine. Cela signifie aussi les milices en Irak, qui opèrent dans la zone grise entre l'État et le non, État entre alliés gouvernemental et acteurs autonomes, en maintenant les forces américaines dans un état de conflit permanent à basse intensité. Et cela signifie le Hamas à Gaza, dont les actions d'octobre 2023 continuent de diffuser leurs conséquences dans la politique mondiale, comme les ondulations d'une pierre jetée dans un lac très, très profond. Ce réseau que Téhéran appelle l'axe de la résistance n'est pas un accident. C'est une doctrine. C'est la réponse de l'Iran au fait qu'il ne peut pas projeter une puissance militaire conventionnelle comme les États-Unis ou la Chine. À la place, l'Iran projette son influence à travers ce que les théoriciens militaires appellent la guerre asymétrique et ce que l'on peut décrire comme une délégation stratégique. L'Iran n'a pas besoin d'envoyer ses propres soldats dans chaque conflit. Il forme, finance, arme et conseille des partenaires qui partagent ses intérêts. Puis il permet à ses partenaires d'agir avec assez d'autonomie pour pouvoir maintenir un déni plausible lorsque les choses s'aggravent. C'est un art de gouverner extraordinairement sophistiqué. Et le fait qu'il ait fallu aussi longtemps à l'establishment occidental de politique étrangère pour en prendre pleinement la mesure en dit plus sur les angles morts occidentaux que sur une quelconque faiblesse iranienne, une promesse de salle de presse visant à régler sa vie sonne bien jusqu'à ce que l'autre camp ait passé 40 ans à construire le labyrinthe. Si tout cela attire autant d'attention mondiale précisément maintenant, c'est parce que plusieurs fils qui se développaient séparément depuis des années convergent soudain au même moment. La guerre à Gaza a placé le monde entier sur le fil d'un rasoir émotionnel et moral. L'opinion publique dans le Sud global, dans le monde musulman, dans une partie importante de l'Europe, et même aux États-Unis, a changé d'une manière que les gouvernements occidentaux n'avaient pas anticipé et qu'ils peinent encore à comprendre. L'Iran s'est positionné comme le principal parrain de la résistance palestinienne. Peu importe la réalité complexe sur le terrain, ce positionnement donne à Téhéran une forme de puissance douce, une autorité morale aux yeux de centaines de millions de personnes qu'aucune sanction économique ne peut simplement neutraliser. Lorsqu'un pays est perçu comme se tenant aux côtés des opprimés, son statut mondial s'élève même si son économie souffre. C'est un paradoxe que Washington n'a jamais vraiment compris comment contrer. Et aucune opération de marque à la Trump ne peut transformer un retour de bâton moral en cérémonie de coupe de ruban. En même temps, la relation entre l'Iran et la Russie s'est approfondie d'une manière qui aurait semblé presque impensable il y a seulement 5 ans. La fourniture de drones iraniens aux forces russes en Ukraine, un transfert que Moscou a d'abord nié avant de l'admettre discrètement, a été un point d'inflexion stratégique. Cela a signalé que l'Iran n'était plus seulement un acteur régional, mais un participant à la reconfiguration de la sécurité européenne. Cela a aussi révélé quelque chose sur l'architecture émergente de l'alignement anti-occidental. La Russie, l'Iran et, à des degrés divers, la Chine et la Corée du Nord ne forment pas une alliance officielle, mais une constellation d'intérêts qui agit de plus en plus de façon coordonnée. Pour l'OTAN, pour l'Union européenne, pour chaque pays qui a bâti ses hypothèses de sécurité sur la domination américaine et la cohésion occidentale, c'est profondément déstabilisant et les choses déstabilisantes attirent l'attention mondiale. Puis il y a la dimension chinoise qui peut être la plus lourde de conséquences de toutes. L'accord de 2023 négocié par Pékin, qui a normalisé les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, deux pays qui avaient passé des décennies comme rivaux régionaux acharnés, a été l'une des manœuvres diplomatiques les plus stupéfiantes de mémoire récente. La Chine est essentiellement entrée au Moyen-Orient et a fait quelque chose que les États-Unis n'avaient pas réussi à faire en 30 ans. Elle a amené Téhéran et Riyad à se serrer la main. Les conséquences complètes de cette normalisation sont encore en train de se déployer. Mais ce qu'elle a démontré au-delà de tout doute, c'est que l'Iran n'est pas isolé sur la scène internationale. Il dispose d'un parrain d'un poids économique et diplomatique énorme. Il a un marché pour son pétrole qui contourne les sanctions occidentales. Il a un partenaire à Pékin qui, quels que soient ses propres intérêts, fournit à l'Iran un bouclier contre le type d'isolement international total qui pourrait autrement lui forcer la main. Pendant que le scénario à la Trump continue de demander qui avait l'air fort devant les caméras, Pékin demandait qui pouvait réellement conclure l'accord. Il y a quelque chose dont on parle rarement dans la couverture quotidienne, haletante des essais de missiles iraniens et des bras de fer diplomatiques. Le peuple iranien. Le gouvernement de l'Iran et le peuple iranien ne sont pas la même chose, et toute analyse qui les confond est fondamentalement erronée. L'Iran possède l'une des populations les plus jeunes, les plus éduquées et les plus connectées numériquement du Moyen-Orient. Les manifestations qui ont éclaté en 2022 après la mort de Mahsa Amini n'étaient pas une note de bas de page.
Elles étaient l'expression sismique d'une population aux tensions fondamentales avec le système qui la gouverne. Les jeunes Iraniens sont cosmopolites, ils sont frustrés, ils sont créatifs. Et beaucoup d'entre eux sont profondément sceptiques face à l'idéologie que leur gouvernement projette sur la scène mondiale. Et pourtant, et c'est crucial, bon nombre de ces mêmes jeunes Iraniens qui supportent difficilement les restrictions de la République islamique ressentent aussi une forte fierté nationale lorsque l'Iran tient tête à ce qu'ils perçoivent comme l'intimidation occidentale et les doubles standards. Ces deux sentiments coexistent chez la même personne, dans la même famille, autour de la même table. C'est cette complexité qui disparaît lorsque l'Iran est réduit à un simple méchant ou à une simple victime. Ce genre de contradiction ne rentre pas proprement dans un slogan de campagne, ce qui explique probablement pourquoi le mégaphone à la Trump saute généralement la partie difficile. Le guide suprême comprend cette tension. Il la gère avec une combinaison de répression et de nationalisme qui est profondément cynique, mais aussi profondément efficace. Lorsque l'Iran subit une pression extérieure, même les Iraniens qui méprisent le régime ont tendance à se rallier au drapeau, parce que la souveraineté et la dignité ne sont pas des concepts abstraits pour un peuple qui se souvient du coup d'État de 1953 soutenu par la CIA, qui a renversé son Premier ministre démocratiquement élu, qui se souvient d'avoir été frappé par des armes chimiques fournies par des pays occidentaux pendant la guerre Iran-Irak, dans laquelle près d'un demi-million d'Iraniens sont morts, qui a vu sa monnaie s'effondrer et ses économies s'évaporer sous des sanctions dont on lui disait qu'elles visaient son gouvernement, mais qui ont dévasté sa vie quotidienne. La mémoire historique n'est pas un facteur secondaire dans les relations internationales, c'est l'un des facteurs les plus durs qui soient. Et la mémoire collective iranienne de l'ingérence extérieure est le carburant qui maintient le moteur de la résistance en marche, même lorsque le coût économique est vertigineux. Les marchés de l'énergie sont un autre endroit où l'importance de l'Iran devient impossible à ignorer. L'attention mondiale portée à l'Iran n'est pas purement géopolitique ou morale. Elle est profondément économique. L'Iran possède les 4e plus grandes réserves prouvées de pétrole et les 2e plus grandes réserves de gaz naturel au monde. Dans une économie mondiale encore structurellement dépendante des combustibles fossiles, ce n'est pas une note de bas de page. C'est un titre de première page. Chaque fois que les tensions montent dans le Golfe Persique, chaque fois qu'il est suggéré que le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole, pourrait être perturbé, les marchés de l'énergie tremblent. Les primes d'assurance pour le transport maritime grimpent, les contrats à terme bougent, et chaque économie de la planète, de la plus puissante à la plus fragile, ressent la secousse. L'Iran le sait, l'Iran l'utilise. Le détroit d'Ormuz n'est pas seulement une caractéristique géographique, c'est une arme chargée que l'Iran garde sur la table pendant chaque négociation. Sans jamais la pointer directement vers quelqu'un, mais en s'assurant que tout le monde dans la pièce sait qu'elle est là. C'est là que le théâtre des menaces tarifaires rencontre la géographie. Et la géographie n'applaudit pas dans les rassemblements politiques. Au-delà du pétrole, il y a le contexte plus large de la dédollarisation. L'Iran, la Russie, la Chine et un nombre croissant de pays du Sud global travaillent activement à réduire leur dépendance au dollar américain dans le commerce international. L'Iran, ayant été effectivement coupé du système financier SWIFT fondé sur le dollar par les sanctions, a été forcé d'innover d'une manière que d'autres pays étudient et reproduisent maintenant. Le développement d'arrangements de troc, de swaps de devises bilatéraux, de canaux de crypto-monnaies pour les transactions internationales. L'Iran a été un laboratoire de contournement des sanctions dont d'autres pays tirent maintenant des leçons. C'est profondément ironique. En sanctionnant l'Iran de façon aussi complète, l'Occident a pu être involontairement accéléré le développement de l'architecture financière, même qui menace la domination du dollar. Ce n'est pas un argument de Téhéran. C'est une préoccupation grandissante dans les pages de revues économiques sérieuses et dans les conversations privées entre responsables financiers occidentaux. La vantardise à la Trump consiste toujours à dire que la pression règle tout. La note en bas de page, c'est que la pression apprend parfois à la cible à vivre sans vous. En même temps, il existe des préoccupations réelles et graves concernant le comportement de l'Iran qui ne peuvent pas être balayées par le contexte géopolitique ou les griffes historiques. Le soutien des groupes qui ont tué des civils, la répression de la dissidence à l'intérieur du pays, les exécutions, le traitement des femmes qui osent vivre en dehors des lignes tracées par un système théocratique, les tactiques particulières, le financement du terrorisme, les assassinats de dissidents à l'étranger, l'utilisation des prises d'otages comme outil diplomatique, tout cela n'a pas été inventé par la propagande occidentale, ce sont des réalités documentées. Et une analyse sérieuse de l'Iran ne peut pas simplement les mettre entre parenthèses comme si elles étaient sans importance, au motif que l'Iran a aussi des griffes légitimes et une stratégie sophistiquée. Les deux choses sont vraies en même temps. L'Iran est un État avec une vraie vision stratégique et de vraies racines populaires. Et
C'est un État qui commet de graves violations des droits de la personne et déstabilise sa région d'une manière qui provoque une souffrance réelle. Tenir ces deux vérités ensemble n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Parce qu'au moment où l'Iran est réduit à une pure victime ou à un pur méchant, la capacité de réfléchir clairement à la suite disparaît, ce qui vient ensuite compte énormément. Nous sommes à un point d'inflexion. Les négociations nucléaires qui ont été suspendues, relancées, puis suspendues de nouveau, ne resteront pas éternellement dans un état d'animation suspendu. Les niveaux d'enrichissement de l'Iran, maintenant arrivés à un point où l'écart technique entre une capacité nucléaire civile et une matière de qualité militaire s'est considérablement réduit, créent une horloge qui tourne et dont chaque grande puissance est consciente. Israël, qui a mené des opérations contre des installations nucléaires iraniennes et des cibles liées à l'Iran dans toute la région, surveille cette horloge avec une intensité qui frôle l'obsession. Les États-Unis, coincés entre leurs engagements envers la sécurité d'Israël et leur épuisement face aux engagements militaires au Moyen-Orient, tentent d'enfiler une aiguille qui n'a peut être pas de chasse assez fin pour laisser passer le fil. Les États arabes du Golfe, qui ont normalisé leurs relations avec Israël par les accords d'Abraham et qui étaient au bord d'une normalisation saoudo-israélienne que la guerre à Gaza a fait dérailler, recalculent leur propre position dans un ordre régional en mutation rapide. Et la Russie et la Chine, chacune pour ses propres raisons, ont intérêt à maintenir l'Iran engagé, mais pas au point qu'il devienne une source de chaos régional qui déborde dans leur propre voisinage. Une stratégie sérieuse exige plus qu'une phrase dure et un bon angle de caméra. La région a déjà survécu à assez de confiance télévisée. Le scénario qui empêche les analystes sérieux de dormir n'est pas celui qui fait la une tous les jours. Les titres se concentrent sur les échanges de missiles et les ultimatums diplomatiques. Le scénario cauchemardesque est plus subtil. Il s'agit d'une escalade graduelle et progressive où chaque étape semble proportionnée et contenue. Mais l'effet cumulatif devient une guerre régionale impliquant de multiples acteurs étatiques et non étatiques, une perturbation de l'approvisionnement énergétique mondial et une confrontation entre les États-Unis et l'Iran qu'aucune des deux parties n'avait pleinement voulu, mais qu'aucune des deux n'a trouvé le moyen d'éviter. C'est ainsi que la plupart des grandes guerres de l'histoire ont réellement commencé. Pas par une grande déclaration d'intention, mais par une série d'erreurs de calcul, de signaux mal interprétés et de décisions prises sous pression avec des informations incomplètes. Les marges d'erreur dans l'environnement actuel sont minces comme un rasoir. Une véritable résolution diplomatique obligerait les États-Unis à reconnaître explicitement et formellement le droit de l'Iran à exister comme puissance régionale avec des intérêts de sécurité légitimes, non pas comme une faveur à l'Iran, mais comme une reconnaissance de la réalité. Elle obligerait l'Iran à accepter des contraintes vérifiables sur son programme nucléaire en échange d'un allègement des sanctions réelles, durables et non susceptibles d'être renversées par la prochaine administration américaine. Elle nécessiterait un cadre de sécurité régionale plus large, donnant à tous les grands acteurs, l'Iran, l'Arabie saoudite, Israël, la Turquie, les États du Golfe, un intérêt dans la stabilité plutôt qu'un intérêt dans la déstabilisation mutuelle. Elle exigerait que la Chine et la Russie utilisent leur influence sur Téhéran de manière constructive plutôt que cynique. Et elle exigerait que le peuple iranien ait éventuellement un gouvernement qui représente ses aspirations au lieu de les réprimer. Cette dernière partie est la plus difficile. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être imposé de l'extérieur. L'histoire l'a montré avec une clarté dévastatrice. Rien de tout cela n'est facile, rien de tout cela n'est imminent, mais rien de tout cela n'est impossible non plus. Rien de tout cela ne rentre dans une solution en une phrase à la Donald Trump. Ce qui explique exactement pourquoi la solution en une phrase échoue dès que la réalité entre dans la pièce. La raison pour laquelle l'attention mondiale compte, c'est que l'attention mondiale crée de la pression. Et que la pression, lorsqu'elle est appliquée avec intelligence et persévérance, peut faire bouger même les positions les plus enracinées. Le monde a regardé l'Afrique du Sud et l'apartheid a pris fin. Le monde a regardé le mur de Berlin et il est tombé. Le monde regarde l'Iran. Et ce qu'il fera de cette attention, s'il l'utilise pour pousser vers un véritable engagement ou simplement pour jouer l'indignation, déterminera si ce moment devient un tournant ou seulement un autre chapitre d'un conflit qui se prolonge indéfiniment. L'Iran ne disparaîtra pas. Sa géographie, ses ressources, son histoire, son peuple et sa position stratégique au carrefour du Moyen-Orient, de l'Asie centrale et du Golfe Persique garantissent que la question n'est pas de savoir si l'Iran compte. La question est de savoir avec quel type d'Iran le monde devra vivre dans les décennies à venir. Un Iran intégré dans une architecture de sécurité régionale, dont le peuple aurait plus de liberté et dont le gouvernement serait plus responsable, ou un Iran qui reste en permanence assiégé, en permanence défiant, en permanence déstabilisateur, non pas parce qu'il doit l'être, mais parce qu'aucune des deux parties n'a trouvé la sagesse et le courage politique de choisir une autre voie. Les pays qui façonnent l'histoire sont rarement ceux qui possèdent les plus grandes armées ou les économies les plus riches.
Ce sont ceux qui comprennent le moment dans lequel ils vivent et qui agissent avec clarté, patience et intelligence stratégique. L'Iran comprend son moment. La question est de savoir si le reste du monde le comprend aussi. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous aux nouvelles du continent et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage